60%, c'est le taux d'analphabètes que compte le Burkina Faso. Et partant du postulat qu'aucun programme de développement ne peut aboutir tant que le pays traînera un nombre aussi colossal d'analphabètes, Zakaria Tremtoré a élaboré une stratégie visant à éradiquer l'analphabétisme de son pays en l'espace de 10 ans. Un projet ambitieux pour lequel il faudra des moyens conséquents. Zakaria Tremtoré, bonjour. Bonjour. D'abord, commençons par définir, selon vous, qu'est-ce que c'est l'analphabétisme ? Au plan international, on définit l'alphabétisme comme l'acquisition de compétences en lecture, en écriture et en numératie. Il s'agit de savoir lire et écrire dans une langue quelconque. Et compter en plus. Et compter, calculer. Une phrase simple de la vie de tous les jours. Mais ceci est une définition plutôt restrictive, étriquée, parce que l'alphabétisme va au-delà. Il s'agit de donner un espace dans lequel, grâce à la lecture et à l'écriture, on va acquérir des savoir-faire, donc aller vers des compétences, des savoir-être, comment on va vivre dans une société qui évolue régulièrement et comment on est capable aussi d'interagir avec l'autre et comment on est capable de valoriser ce que l'on a. Alors, dans un pays comme le Burkina Faso, où 80% de la population est rurale, est-ce qu'il faut prendre en compte aussi, il faut prendre en compte plutôt que les gens qui savent lire, écrire et compter en français? Non, non. C'est bien pour cela que dans la définition, on parle de langue quelconque. Si vous savez lire et écrire dans une langue nationale comme le moré, le djoula ou le fulfulde, on vous déclare alphabétisé dans cette langue. Maintenant, il faudrait que l'environnement vous offre les conditions pour que cette compétence soit utile. Si vous savez Parce lire que justement, le moré, dans les statistiques, on oui, ne prend pas en compte justement cette population qui lit dans les langues nationales. Comment fait-on dans des pays où il y a une multitude de langues, et pas des langues dominantes comme le cas du Sénégal, où on a le Wolof, du Mali, où on a le Bambara, et la RDC, où on a le Lingala? Comment fait-on? le pari qui a été fait par le Burkina Faso a été d'alphabétiser massivement dans les langues nationales, en se disant que l'environnement devrait lui aussi évoluer, que l'environnement ne devrait pas avoir uniquement le français. Quand je parle de l'environnement, je pense à l'administration, je pense à la justice, je pense au monde académique qui utilise le français. Donc lorsque vous faites le pari d'alphabétiser principalement en langue nationale, il faut transformer aussi cet environnement. Que la personne qui est alphabétisée dans ces langues puisse S'en servir. s'en servir dans la vie de tous les jours, dans ses démarches administratives. Et à quoi tient justement ce hiatus qu'il y a entre la volonté d'alphabétiser dans les langues nationales et le fait qu'on ne les retrouve pas justement dans l'administration et dans tout le processus de communication des États? Parce que je pense qu'on a sous-estimé la tâche. Lorsque vous décidez de transformer l'environnement lettré, c'est un travail important, énorme. Il vous faut des ressources humaines, donc des personnes formées, capables de transcrire dans ces langues les textes qui existent. Il faut déjà, au niveau national, vous mettre d'accord sur les langues que vous allez utiliser. Au Burkina Faso, on a une 60aine de langues. De penser que l'on peut transcrire tous les documents dans une 60aine de langues, c'est vraiment illusoire, c'est très, très compliqué. En revanche, si on se mettait d'accord pour utiliser quelques langues au niveau national, après, on peut se mettre d'accord pour avoir... Mais ça pose la question du choix des langues, justement. Exact, tout à fait. Là, on est sur un aspect purement politique. Oui, sur l'aspect politique, et en fait, on a peur aussi des réactions des populations. Il est beaucoup plus facile de ne provoquer personne. De ménager tout le monde. Voilà. Et c'est pour ça que le français a pris le dessus donc, dans nos pays. C'est la langue officielle. On se dit, OK, bon, on se rejoint tous au niveau du français. Maintenant, il faut accepter de regarder cela sans idéologie et sans complexe. Et ce que je propose justement, c'est que le français puisse coexister avec les langues nationales dans le système éducatif, ce que nous ne faisons pas suffisamment. Alors, quelles sont vos recettes magiques pour éradiquer de l'analphabétisme? Oui. Alors, la première des choses, c'est de prendre conscience que l'on ne peut pas continuer de
d'avancer avec un nombre aussi important d'analphabètes. Vous savez, c'est pernicieux l'analphabétisme. Vous pouvez marcher, vous êtes analphabète, personne ne s'en rend compte. Vous souffrez peut-être tout seul dans votre coin et on n'est pas suffisamment arrivé à ériger cela en priorité nationale avec un engagement politique fort et sur la durée. Quand c'est un engagement politique fort... C'est curieux d'entendre ça de l'ancien ministre de l'alphabétisation que vous êtes. Oui. Qu'avez-vous fait donc? Il faut aussi se regarder dans la glace et tirer les leçons quand on entreprend. Vous savez, la chose la plus facile, c'est lorsque vous devez être dans la théorie et dire ceci, yaka. Quand vous vous mettez à agir, vous vous rendez compte que c'est un peu plus compliqué que cela. Ce qui se passe, c'est que nous avons tenté de faire des choses, notamment en tant que ministre de l'alphabétisation, avec les collaborateurs, les collègues. Nous avons réussi un certain nombre de choses. Nous n'avons pas tout réussi. Vous vous souvenez quand même de ce slogan qui avait cours dans les années 80 où on disait « Éducation pour tous en l'an 2000 ». C'est vrai. Qu'est-il devenu? C'est un vœu pieux. C'est des incantations, comme savent le faire les politiques. Vous savez, on dit des choses, et puis finalement, lorsqu'il s'agit vraiment les de mettre faire, en œuvre, on n'est pas au rendez-vous. Donc, oui, une grande volonté politique. Mais ensuite, je propose concrètement que l'on soit dans une approche intégrée, que l'alphabétisation ne soit pas le parent pauvre du système éducatif ou ce que l'on fait lorsqu'on a terminé de faire toutes les autres choses. Il faut raisonner scolarisation et alphabétisation dans le même temps. Donc, il faut à la fois travailler au niveau de la scolarisation en améliorant l'encadrement, faire en sorte que les enseignants soient mieux formés, mais qu'ils soient motivés. Parce qu'aujourd'hui, dans nos pays, la fonction d'enseignant n'est pas valorisée. Vous allez vers l'enseignement parce que vous n'avez pas trouvé mieux. Pour la plupart, il y a encore quelques personnes qui sont motivées, mais ça n'est pas suffisant pour produire la qualité nécessaire. L'autre choix que nous avons fait, c'est que nous avons préféré la quantité à la qualité. C'est vrai qu'il est difficile de faire les deux de front, mais aujourd'hui, il est urgent de revenir sur la qualité, parce que nos classes sont remplies d'élèves qui sortent sans avoir... Vous voyez, aujourd'hui, on joue un peu avec cela, mais c'est dramatique de comparer un certificat d'études primaires d'il y a 50 ans au baccalauréat ou à la licence de 2016. Vous imaginez ce que ça veut dire en termes de déperdition de la qualité? Mais il y a aussi la question, Zakaria Tintore, la question de la décentralisation, parce qu'on se rend compte que même quand il y a la volonté politique existe, elle n'est consacrée qu'au centre urbain, au détriment des zones rurales. Oui. Alors comment fait-on pour réparer cette injustice? Il faut déjà de l'humilité, que le politique se rende compte que au niveau de la capitale, on ne peut pas tout régenter. Et il est bon de mettre les communes un peu plus en avant et de prendre appui sur les communes. C'est ce que j'appelle la communalisation dans la stratégie qui est proposée. C'est vrai que les textes prévoient, à travers la décentralisation, que les conseils municipaux soient impliqués. Mais on se rend bien compte que ça n'est pas suffisant. Et eux, qui sont proches des populations, je pense aussi au comité villageois de développement, qui font un travail remarquable, mais sur tous les autres aspects, en dehors de l'éducation. Je dis, mais qu'est-ce qui vous empêche de les impliquer davantage au niveau de l'éducation et d'avoir aussi une sorte d'émulation positive, une sorte de compétition entre les communes pour que personne n'ait envie d'avoir une commune avec autant d'analphabètes. Mais aujourd'hui, on vit tranquillement avec les analphabètes. Mieux, on pense que former serait une perte de temps parce que les personnes formées deviendraient subversives. Vous imaginez quand le politique se met à le penser déjà, c'est un gros souci parce que ceci dénie déjà le droit à l'éducation, mais on oublie aussi que les laissés pour compte finiront un jour par se révolter. Donc le fait de penser tout simplement qu'aujourd'hui ça fait moins de problèmes que de les laisser dans l'analphabétisme parce que s'ils sont formés, il faut maintenant des questions d'emploi, il faut se préoccuper de cela. Ma conviction, c'est que nous ne sommes pas suffisamment nombreux pour affronter les problèmes africains. Vous vous rendez compte, lorsque vous êtes 100 à faire un travail, vous n'allez pas fournir le même effort que si vous êtes 1000 à vouloir faire le même travail. Et aujourd'hui, le défi est de relever le niveau général dans nos États et faire en sorte que nous soyons beaucoup plus nombreux, capables de penser le monde tel qu'il est, mais capables aussi de donner de la valeur à ce que nous possédons. Et c'est là
ou maîtriser l'écrit peut aider les États africains. Regardez le nombre de connaissances traditionnelles que nous laissons mourir. Mais mourir faute de quoi? Parce que nous avons du mal à les formaliser. Oui, l'alphabétisation pour nous est une priorité. L'alphabétisation dans le sens de formation. Nous devons former massivement nos populations, mais en leur faisant confiance, en allant auprès d'elles, en voyant avec elles les secteurs dans lesquels elles ont besoin d'être formées, parce qu'elles pourront tout de suite utiliser ce que vous allez leur apporter comme compétences. Mais lorsque vous décidez tout seul des axes, des secteurs prioritaires, même lorsqu'ils sont formés, le temps d'adaptation... C'est ce qu'on a appelé également le développement intégré. Le développement intégré, participatif, où les premiers concernés sont impliqués. Malheureusement, on ne le fait pas suffisamment assez, à mon sens. Donc c'est pour ça que dans cette stratégie, donc, nous avons parlé de la question des langues, bilinguisme, multilinguisme, la question de la proximité, donc la communalisation, oui. Vous voyez, de la décentralisation, la question de l'intégration, scolarisation, alphabétisation, et une grande participation des parents et des enseignants. Vous imaginez, lorsque vous êtes alphabétisé en langue nationale et que votre fils ou votre fille va à l'école, à aucun moment vous êtes capable de vous rencontrer pour vous entraider. Parce que lui est formé en français et vous êtes formé pendant ce temps en langue nationale. Donc l'idée est de mettre un peu plus de français au niveau de l'alphabétisation et un peu plus de langue nationale au niveau de l'éducation. Exact, pour que ça se rencontre. Et le suivi, enfin, combien de fois nous avons eu de beaux projets que nous démarrons en trombe et finalement que nous laissons mourir, péricliter à petit feu. Parce que le suivi n'est pas bien organisé, parce que le politique est beaucoup plus dans les étiquettes. Une fois que nous avons dit, ça suffit. Mais est-ce que ce que nous avons dit s'est réalisé? Parfois, on ne s'en préoccupe pas suffisamment. Donc, dans la stratégie, il y a aussi un suivi à organiser. J'explique un peu par qui, comment on pourrait former et responsabiliser les enseignants. Et autre chose qui est essentielle, l'alphabétisation n'apporte que des compétences instrumentales, des compétences de base. Si vous formez quelqu'un et que vous le laissez au bout de quelques temps, il aura perdu tout ce que vous lui avez apporté. Donc je pense que l'après-alphabétisation est également essentielle. Je propose dans la stratégie 2 axes, la poursuite des études et l'apprentissage d'un métier. La poursuite des études... Alphabétisation et formation. Exact. Et c'est comme ça qu'il faut entendre l'alphabétisation. Parce que lorsque vous parlez que de lire et d'écrire, souvent on se dit « à quoi bon ?» Mais non, on parle de formation. Et la base, c'est déjà acquérir des compétences en lecture et en écriture. Ça sera le mot de la fin. Merci, Zakaria Temtore. Merci.